Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 26 septembre, Midi-Pyrénées aime les robots. Nous allons découvrir la science de la mécatronique ce soir. Une journée d'information sur le 6e cancer le plus fréquent dans le monde, le cancer ORL. Sophie Voinis nous en dira plus. Bonsoir Sophie. Bonsoir Marie. Nous nous tournerons ensuite vers la Syrie avec notre invitée Janine Arabi. Bonsoir Janine. Bonsoir. Et on terminera avec du sport, du foot et du rugby pour changer. Mais commençons par de l'économie. Le 3e forum économique de Toulouse a eu lieu ce matin à Antior, à Quinte-Fonce-Grive. Au moment où le chômage baisse en Haute-Garonne, comme en France, les demandeurs d'emploi du département sont en effet passés de 73 400 en juillet à 72 400 en août, soit une diminution de 1,3%. Boris Georgelin et Alain Sorat ont demandé à l'analyste financier Édouard Tétrault comment valoriser l'esprit d'entreprise. On a un problème d'éducation aujourd'hui de nos économistes, de nos professeurs d'économie, qui sont des analphabètes de l'entreprise, du commerce, et qui ne savent pas, en fait, sont bons en macroéconomie, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, un résultat, la difficulté et les joies de la vente. Donc, problème d'éducation à transformer. Le deuxième enjeu, il est culturel. Il faut qu'on arrive en France à passer d'une culture de la rente, que ce soit dans le service public ou le secteur privé, d'une culture de la rente à une culture du risque. Aujourd'hui, l'entrepreneur en France, le couple risque-récompense, il est mauvais. Quand il risque et qu'il se plante, il est voué aux gémonies. Quand il réussit, eh bien, on menace de lui prendre l'essentiel de sa réussite. Éducation, culture et enfin évidemment incitation fiscale, financière, incitation à recruter facilement, à licencier aussi facilement, parce que si vous n'avez pas un marché du travail fluide, eh bien c'est une barrière à l'emploi et à l'esprit d'entrepreneuriat redoutable. Voilà une analyse qui pourrait bien faire un petit peu grincer des dents. Une voiture sans chauffeur, un robot agent de sécurité, des fauteuils roulants monte-marche. Voilà quelques-unes des inventions présentées à Diagora-la-Beige, le premier carrefour de la mécatronique et de la robotique soutenu par le Conseil régional, a ouvert ses portes hier. Maxime Van Oudendijk et Christelle Dao étaient sur place. Ils nous présentent ce mariage de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique. Mécatronique. Le terme semble barbare, pourtant, comme M. Jourdain et la prose, nous l'utilisons au quotidien. De nos montres aux péages d'autoroute, en passant par les moteurs des voitures, les applications de la mécatronique sont légion. Alors, une rencontre internationale sur le sujet, forcément, ça crée de l'émulation. Je suis beaucoup sollicité. Les gens sont vraiment intéressés par les aspects économie d'énergie, par l'aspect de l'éco-conception, puisqu'en fait, on fabrique des moteurs qui sont conçus avec beaucoup moins de matières premières qui coûtent cher. Donc tout ça, ce sont des aspects qui intéressent forcément les industriels aujourd'hui, quoi. Il faut dire que cette entreprise lotoise vient de remporter le Grand Prix des Mechatronics Awards. Son moteur électrique plat est révolutionnaire, il est moins cher à produire et 10 fois plus léger qu'un moteur actuel. Sur le salon, on trouve partout ce qui fera peut-être partie de notre monde demain, des robots de surveillance et de nettoyage, des drones pour l'agriculture, une voiture sans chauffeur. La mécatronique appliquée offre un bond en avant. L'objectif de ces journées, c'est de créer de l'innovation. Aujourd'hui, l'innovation peut exister dans chaque branche, mais les innovations les plus pertinentes existent à l'interface entre les différents domaines. Et faire rencontrer des personnes de différents domaines permet de générer de l'innovation. En Midi-Pyrénées, Digital Place et Robotics Place sont des pôles de recherche qui vont dans ce sens. L'objectif, mutualiser les coûts et les moyens pour porter les entreprises de la région sur les marchés mondiaux. On va parler de santé à présent avec vous, Sophie. Oui, bonsoir Marie. Plus de 20 000 cas de cancer ORL diagnostiqués chaque année en France. Des cancers en constante augmentation. Alors l'hôpital Larrey organisait hier une journée d'information sur ces pathologies. Quels facteurs de risque? Alcool et tabac, on le sait, mais pas que, vous allez le voir. On le sait aujourd'hui, tabac et alcool peuvent conduire à la mutation des muqueuses de la bouche, du pharynx, du larynx et de l'œsophage et dégénérer en cellules cancéreuses. L'association alcool et tabac est synergique. Une personne qui boit et qui fume a donc 15 fois plus de risques de développer un cancer ORL. Si jusqu'à présent, ces cancers touchaient principalement les hommes autour de 50 ans, les données épidémiologiques sont en plein bouleversement. Les femmes sont aujourd'hui autant touchées que les hommes. L'objectif, c'est donc le diagnostic précoce grâce à des signes qui doivent alerter. La présence d'un symptôme ORL, d'une douleur, que ce soit dans la cavité buccale, que ce soit dans la gorge, une gêne pour avaler, une gêne pour parler, ou la présence d'une boule dans le cou
pendant plus de 3 semaines est un symptôme qui doit conduire à une consultation médicale. Données récentes, on peut aujourd'hui, sans avoir jamais touché une cigarette ou consommé d'alcool, développer un cancer ORL en lien avec une infection virale, celle-là même qui est responsable des cancers du col de l'utérus chez les jeunes patientes, le papillomavirus. Le mode de contamination est sexuel. Tout comme pour le cancer du col de l'utérus, le nombre de partenaires influe. L'âge aussi des premiers rapports influe. Il semblerait que la contamination, même au niveau ORL, se fasse dans les premières années de pratique sexuelle. La bonne nouvelle, c'est quand même le pronostic de guérison des patients. Il est bien meilleur que les cancers provoqués par le tabac et l'alcool. Les cancers ORL, c'est 23 000 nouveaux cas chaque année et 5 000 décès par an. Alors, le cancer ORL ou VADS, voie aérienne et digestive supérieure, est le 6e cancer le plus fréquent dans le monde et il représente 5% de tous les cancers, Sophie. Ouais, on l'a vu, hein, l'alcool et le tabac sont les principaux facteurs de risque. On sait que 85% de ces cancers sont dus au tabac. Mais vous l'avez vu, c'est très récent, il y a une nouvelle donne qui est arrivée, c'est l'apparition de l'infection à papillomavirus. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en avait jamais parlé jusqu'à présent? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces papillomavirus sont extrêmement répandus, mais qu'il n'y a qu'un seul sous-type de ce papillomavirus qui peut provoquer les cancers de l'utérus et les cancers ORL. Toujours est-il qu'effectivement, il n'y a pas d'attitude claire aujourd'hui des pouvoirs publics comme les campagnes anti-tabac, anti-alcool. Là, c'est plus difficile. On se souvient quand même, pour la petite anecdote, de l'acteur Michael Douglas, hein, qui, révélant son cancer de la gorge, déclarait qu'il était dû à des pratiques sexuelles orales multiples avant de se rétracter quelques mois après. Bref, on le sait, il y a cette campagne d'information et de vaccination qui incite les jeunes filles à se prémunir. On va voir l'affiche du papillomavirus en se faisant vacciner. Voilà, le vaccin, c'est Gardasil. Pour l'heure, malheureusement, on n'a aucun recul sur ce vaccin. On a quand même bon espoir que cette campagne aura un jour un retentissement sur l'incidence de ces cancers ORL qui ne sont pas, je le répète, liés à l'alcool ou au tabac. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu qu'un jour on vaccine même les garçons. Alors, est-ce qu'on a fait des progrès, par contre, en matière de prise en charge des patients? Oui, beaucoup de progrès. L'objectif, quand même, de cette journée d'information à l'hôpital Larrey, c'est d'inciter, comme toujours, au dépistage précoce. C'est quand même le cheval de bataille en oncologie. Aujourd'hui, un tiers des patients qui consultent sont à un stade précoce de la maladie. Alors, pour eux, on établit un traitement exclusif et individuel, radiothérapie ou chirurgie. Et le taux de succès, il faut le dire, aujourd'hui est très encourageant, puisque 8 à 9 patients sur 10 guérissent. Et ça, c'est bien. Et pour ceux qui sont pris trop tard, du coup? Alors, bien sûr, une situation qui concerne 2 tiers des patients aujourd'hui. Les maladies sont souvent très avancées au moment du diagnostic et malheureusement, là, les taux de réussite des traitements sont bien moins bons. Protocole standard, chirurgie, suivi de radiothérapie et derrière, parfois aussi de la chimiothérapie. Il faut noter que ces cancers ORL sont à haut risque de récidive, d'où la nécessité absolue d'interrompre des sevrages des addictions de l'alcool et du tabac pendant le traitement, évidemment. Alors les patients, il faut le préciser, ont dans tous les cas une aide psychologique qui leur est prodiguée dès le diagnostic. On a tous l'image de ces patients qui sont trachéotomisés. Est-ce que tous les cancers sont traités de façon aussi invasive? Alors c'est là finalement, on peut le dire, où les progrès sont les plus significatifs. On a vu quelques images de l'hôpital qui nous sont fournies par le CHU de Toulouse. Depuis 4 ans, on pratique la chirurgie robotique. On va passer désormais par la bouche et non plus ouvrir la trachée pour enlever ces tumeurs. Donc ça, c'est un gros progrès. Et puis énormément de progrès aussi en radiothérapie. On traite vraiment la tumeur malade et on essaye d'éviter de garder sains tous les organes qui sont autour. Ça, c'est quand même un gros progrès. Merci beaucoup, Sophie. Alors, nous recevons ce soir Janine Arabi, présidente de la compagnie Ici, Là-bas et Ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous organisez vendredi soir une soirée sous le chapiteau du Lido pour venir en aide au peuple syrien. On le sait, un conflit qui peut se qualifier finalement de guerre civile divise le pays depuis 2 ans à peu près. Alors Janine Arabi, votre époux est syrien, oui. Vous avez toujours de la famille en Syrie, vous avez des nouvelles, comment vont-ils? Oui, nous avons toujours de la famille en Syrie et à Damas en fait, puisque mon mari est de Damas, toute la famille est à Damas. Donc les nouvelles, c'est chaque semaine au téléphone, donc sur des nouvelles en particulier en priorité de santé, on prend des nouvelles des uns et des autres.
Mais il est vrai qu'on évite des sujets qui peuvent porter, qui pourraient porter quelques difficultés pour la famille qui est restée là-bas. Est-ce que la communauté syrienne est importante à Toulouse? On le sait, on peut l'évaluer? Alors, l'évaluer, je ne saurais pas vous dire, mais elle n'est pas très importante. Elle n'est pas très importante. Il y a un grand nombre d'étudiants. Il y a aussi un groupe de Syriens qui sont installés comme commerçants ou voire ingénieurs. Il y a des médecins aussi. Mais je ne crois pas qu'elle soit vraiment importante. Alors on va reparler de la soirée, mais moi la question que je me pose et qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut finalement aider la Syrie depuis Toulouse? Ça paraît difficile? Alors, aider la Syrie depuis Toulouse, oui, c'est une question qu'on se pose tous, je crois. Et un groupe de Toulousains, de citoyens toulousains a quand même eu le goût de faire quelque chose, parce que rester impuissant devant les images, devant tout ce qu'on peut lire et ce qu'on entend, c'est pas satisfaisant. Donc on a opté effectivement pour venir en aide d'un point de vue humanitaire. Alors des victimes, il y en a des deux côtés, des réfugiés en fait. Combien sont-ils? Où sont-ils? Alors, les réfugiés sont pour la plupart dans les pays voisins de la Syrie, c'est-à-dire la Jordanie, le Liban, la Turquie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 millions de réfugiés. Le Haut Commissariat aux réfugiés, début septembre, a fait un rapport où il signale par exemple que les Syriens aujourd'hui représentent 20%, 19% on va dire, pour être précis, 19% de la population libanaise au Liban. Et en Jordanie, ils sont aujourd'hui 9% de la population. Donc c'est vraiment, une tragédie, Alors nous allons écouter une partie de l'interview de Christine Rosenberg que nous avions faite fin août. Elle était place Saint-Étienne lors d'une manifestation. Le mouvement populaire syrien s'est soulevé pour la démocratie et le progrès social, comme en Tunisie ou en Égypte, et c'était un mouvement éminemment pacifiste. Et qui demandait le dialogue. Alors le régime de Bachar el-Assad l'a réprimé férocement, et par la suite se sont engouffrés un certain nombre de pays de la région. Enfin, dans tous les conflits actuels, les seules solutions qu'on nous propose, c'est une intervention militaire quand même. C'est quand même un problème. Prenons la question du Mali. On a laissé pourrir la situation pendant des années, et bien évidemment, après on nous a dit mais il faut intervenir militairement. Voilà. Donc on nous met toujours devant cette alternative, et nous on refuse ça. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, je vais vous dire quand même que je suis mandatée donc par les amis et le collectif qui organise la soirée. Et donc on a comme philosophie et comme ligne de mire de venir en aide au peuple syrien de façon humanitaire. Et c'est vrai que, je n'ai pas, dans ce cas précis, je ne vais pas répondre à des questions qui amèneraient effectivement à des réflexions sur intervention, pas intervention, aider militairement, etc. Bon, si vous permettez, je ne m'engagerai pas. On ne peut pas s'empêcher de penser que vous allez en discuter pendant la soirée quand même. J'imagine que ça va être un sujet de discussion. Mais quel est l'objectif derrière de cette soirée finalement, de soutien au peuple syrien? Alors, l'objectif, c'est que... En fait, je vais quand même, si vous permettez, je voudrais lire un bref paragraphe du rapport du Haut Commissariat aux réfugiés qui va expliquer un peu pourquoi notre démarche. La Syrie est devenue la grande tragédie de ce siècle, une calamité humanitaire indigne avec des souffrances et des déplacements de population sans précédent dans l'histoire récente. On parle aussi que c'est du jamais vu depuis le Rwanda, les événements du Rwanda en 1994. C'est dire
les souffrances de ce peuple. De tragédie, oui. Alors donc ça sera une soirée de solidarité animée par des artistes, des poètes, des lectures, de la musique. Étant une soirée de solidarité, vous allez donc faire appel aux dons. Est-ce que vous êtes sûr que les dons arriveront à bon port ? Les dons arriveront à bon port. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est une question que nous sommes posées lorsque nous avons décidé d'organiser cette soirée. Et c'est une idée qui date du mois d'avril dernier. Hein. Donc, on travaille sur la soirée depuis pas mal de temps. Donc, on a rencontré un collectif d'associations qui est basé à Paris. C'est le collectif de développement et de secours syrien, qui est un collectif laïque, qui est en lien et qui est en relation avec des collectifs basés en Syrie et dans les camps de réfugiés. Et qui vous permettra donc de tracer les dons que vous allez récolter demain. Voilà, donc ils appellent à projets, il y a des appels à projets avec des budgets. On peut avoir connaissance de ces projets sur le site de Côte-Cid, de ce collectif, et suivre les dépenses et suivre l'acheminement et la réalisation du projet. Merci beaucoup, je vous remercie pour toutes ces explications. Alors on le rappelle, la soirée de solidarité, c'est demain soir à 19 h sous le chapiteau du Lido. On parle de rugby à présent. Le Stade Toulousain se déplace samedi à Perpignan pour la 8e journée de Top 14. Oui, mais problème, depuis le début de la saison, les matchs à l'extérieur n'ont pas beaucoup réussi aux Rouges et Noirs, comme nous l'explique François Guinle. Une lecture du classement du Stade Toulousain suffit à comprendre la situation du moment. Sur les 21 points actuels qui lui permettent d'être 4e, 20 ont été acquis à domicile, soit 4 succès bonifiés, auxquels vient s'ajouter un petit bonus défensif, seul souvenir de voyage des Rouges et Noirs. Le souci est là, à l'extérieur l'équipe n'y arrive pas. Alors l'idée d'aller jouer à Perpignan, surtout sans 7 internationaux en stage avec l'équipe de France, cela donne visiblement un coup de déprime à Jean-Baptiste Elissalde. Bien sûr, plusieurs personnes nous diront qu'on pleure, mais c'est vraiment embêtant pour préparer ce genre de rencontre. Voilà. On n'avait pas besoin de ça. Perpignan, on a pris 30 ce week-end à Brieux. On sait les difficultés qu'on a à l'extérieur. Pour essayer de ne pas faire le voyage à vide, le stade devra donc s'appuyer sur ses jeunes. Le club comptera également sur Ozzy Gear, son ailier All Black, qui monte en puissance, déjà co-meilleur marqueur du club avec 2 essais. Luc McAllister m'a expliqué que Perpignan c'était du solide et que le stade a souvent eu du mal là-bas. On connaît quelques joueurs qui jouent pour eux et on a encore un peu de temps pour étudier leur jeu. Mais ça va être très dur et de toute façon on n'a eu aucun match facile depuis le début de cette saison. S'il commence à peine les cours de français cette semaine, Ozzy Gear a déjà compris toute la difficulté de ce top 14 cette année. Perpignan Stade Toulousain, c'est à suivre samedi, coup d'envoi 20h30. Et on reste dans le sport avec du foot. Le TFC jouait à domicile contre Lorient hier soir. Une première victoire à domicile pour les Violets. Un résumé de Christelle Dao et Maxime Van Oudendijk. Victoire pour le club toulousain hier. La rencontre avec Lorient s'est soldée par un but à la 72e minute, marqué par Martin Braithwaite sur une ouverture d'Aymen Abdenour. Le joueur danois s'est montré efficace une fois de plus. Une première mi-temps plutôt équilibrée avec de belles occasions des deux côtés. Fait marquant, un but hors jeu de Wissam Ben Yedder face à une équipe lorientaise plutôt bien organisée. En deuxième période, le TFC prend largement le dessus sur les Merlus et domine avec de belles occasions. Poteau pour Martin Braithwaite à la 52e minute et but décisif à la 72e. Lorient a essayé par tous les moyens de revenir au score et il a fallu être très solidaire et être costaud sur le plan défensif pour tenir ce résultat. Mais en même temps, je pense que sur notre deuxième mi-temps, la victoire elle est logique. La justesse technique, ça va aussi avec la fraîcheur physique. Il nous a manqué quand même cette capacité d'accélération qu'on n'avait pas. Le TFC remonte à la 11e place du classement avec 9 points. Une belle performance pour le club qui va devoir s'imposer samedi face au PSG. Je vous rappelle que ce match sera rediffusé sur TLT ce soir à 21 h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La rédaction de TLT vous donne rendez-vous demain avec François Guinle. Très bonne soirée à tous.